Bonsoir à tous. À la une de ces journaux de 20h, les tests nationaux de fin d'études primaires qui se déroulent dans une configuration particulière. Les bleus et blancs du primaire se sont présentés avec masque dans les respects des consignes sanitaires pour passer cette épreuve. Au total, 1 500 000 élèves prennent part au TENAFEP. 365 jours pour remettre les pays sur les rails du développement. L'équipe gouvernementale Ilunkamba totalise une année. Quel bilan dressé? Le ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement, était devant le professionnel des médias. Les détails à suivre dans ces journaux. Bienvenue à tous. 10 lauréats de la première édition du programme d'excellence scolaire Excellencia vont se rendre en France pour remplir les formalités administratives en vue d'une inscription au sein des établissements universitaires de l'Hexagone. La Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a organisé un déjeuner en leur honneur à la Cité de l'Union africaine. Elvira Panzou nous en parle. La Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a organisé ce mercredi 26 août 2020 un petit déjeuner à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Ceci à l'occasion du départ en France de ces 10 lauréats, dont 6 filles et 4 garçons. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accompagné son épouse, a encouragé et félicité ces lauréats pour ce qu'ils ont donné durant l'année scolaire passée et leur a demandé de servir d'exemple aux autres. En tout cas, je félicite la Fondation de la Première Dame pour cette initiative et je vous félicite, jeunes lauréats, et vous encourage à aller de l'avant, que Dieu vous accompagne. N'oubliez pas Dieu dans ce que vous faites. Et pour terminer, je remercie infiniment les sponsors, ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative qui, à mon sens, est une des meilleures initiatives qu'on ait organisées dans ce pays pour les jeunes. Et je demande encore plus de soutien aux sponsors. Et je remercie évidemment tous ceux qui sont ici présents pour honorer la Fondation de la Première Dame et honorer ces jeunes lauréats qui vont partir avec toute notre sympathie, tout notre soutien et toutes nos prières. De son côté, Madame Clément, représentante de l'ambassade de la France en RDC, a fait savoir que les Campus France et la procédure éditée par les ministères pour permettre aux étudiants étrangers de s'inscrire au sein des universités françaises. La procédure se déroule de telle sorte. Les étudiants, donc, notamment les étudiants qui partent avec la Fondation, sont amenés à suivre cette procédure études en France, qui se déroule par étapes, selon un calendrier bien précis. Le calendrier, dans un premier temps, qui est à la fin de l'année précédant la rentrée scolaire, qui est celle de s'inscrire sur la plateforme. Ils doivent donner diverses informations concernant leur identité, leur parcours scolaire, etc., etc. Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka a relevé 4 leçons aux actions de la Fondation, à savoir la qualité de la formation donnée aux enfants, être au service de toute la nation et non d'une province. Kinshasa n'est pas la RDC et la RDC, c'est la République des hommes et de femmes. Les activités de la Fondation Denis Nyakeru nous donnent 4 leçons. 4 leçons qu'il faut tenir et ces leçons sont conformes justement aux instructions que je reçois de mon chef, le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est quoi ces leçons? La première leçon que vous nous donnez, c'est que l'avenir de notre pays dépend de la qualité de la formation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. Et le fait que vous impliquez dans l'amélioration des conditions de vie de nos étudiants, de nos élèves, le fait de les envoyer suivre une formation de qualité en France démontre à quel point vous avez les soucis de notre avenir, les soucis de la République, les soucis de la nation congolaise. La présidente de la Fondation Denis Nyakeru a remis symboliquement un passeport à l'élève Kelvin Mampouya, symbole du départ. Cette dernière l'a remercié au travers de cette initiative Excellencia. Je réponds au nom de Mampouya Tete Kelvin. Je vais poursuivre mes études au complexe scolaire à la Borne-Mwanda. Pour moi, apprendre l'octroi de la bourse, c'était une surprise. Je remercie infiniment la Fondation parce que c'est une très bonne chose de soutenir les étudiants, les élèves, parce que nombreux sont ceux qui ont de bons projets d'études, de bons projets professionnels même, mais qui manquent de soutien.
Et alors avec cette initiative, c'est une très bonne chose. Merci infiniment. À son tour, Madame Denise Nyakero a quant à elle remercié tous les partenaires et a fait savoir aux futurs étudiants que la RDC compte sur eux. Je compte sur vous. Je voudrais être fière et revenir ici sur ce lieu l'année prochaine avec les autres élèves qui auront terminé comme vous. Vous leur donnerez l'exemple et vous parlerez de votre expérience. Je tiens à vous dire qu'on va vous suivre, on ne va pas vous laisser tomber. Campus France s'occupera de vous et nous aussi par la même occasion, si on se retrouve en Europe, en France, on viendra absolument vous voir. Les parents des récipiendaires n'ont pas manqué de mots. Ils ont remercié la très distinguée première dame qui s'est souciée de la formation de futurs cadres de la RDC. Signalons que lors de la première édition 2018-2019, 114 lauréats originaires de 9 provinces de la RDC ont bénéficié du programme Excellencia. Et pour cette deuxième édition, un minimum de 85% sera requis aux épreuves de l'examen d'État pour être présélectionnés au concours d'admission aux bourses. Je le disais dans les titres, 1 500 000 élèves sur toute l'étendue du territoire national ont été soumis aux épreuves du test national de fin d'études primaires TENAFEP sous fond de la crise sanitaire, les respects de mesures sanitaires et des strictes applications. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, a fait la ronde de quelques écoles de la capitale. Les constats avec nos équipes qui étaient sur les terrains. C'est dans le respect des gestes et barrières que les écoliers finalistes du cycle primaire se sont présentés ce mercredi pour les débuts du test national des fins d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Plus d'1 900 000 élèves sont inscrits pour cette édition 2020 qui se déroule dans un contexte particulier lié à la pandémie du Covid-19. Ce qui a ramené au réaménagement du calendrier scolaire. Par rapport à la session 2019, on enregistre une augmentation de 29% des effectifs, situation due entre autres à la gratuité de l'enseignement primaire. Le nombre de centres a connu également une augmentation de 13%. Le ministre Willy Bakonga de l'enseignement primaire, secondaire et technique est passé dans certains centres de la capitale pour encourager les élèves et veiller à la bonne tenue de ces épreuves. Aujourd'hui, je suis en face des élèves. Je suis très content, très fier, puisque le président de la République, chef de l'État, a entendu nos cris, a eu, n'est-ce pas, la sagesse de rouvrir les écoles pour que nous terminions en beauté cette année scolaire et que chaque élève ici présent doit avoir son certificat, puisqu'il va bien travailler, puisqu'il a bien suivi, n'est-ce pas, les cours, n'est-ce pas? Oui. Vous avez fait beaucoup de répétitions en classe, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ce qui montre que réellement, vous allez réussir, puisque vous êtes intelligent, puisque vous avez bien étudié. Situation sanitaire oblige, des mesures de distanciation sociale et de respect des gestes et barrières sont appliquées dans tous les centres du TENAFEP. Et toutes les dispositions administratives sont prises pour la bonne tenue de ces épreuves sur l'ensemble du territoire national, sauf pour la province éducationnelle hors frontières d'Angola qui avait demandé la tenue des sessions spéciales pour les épreuves de fin d'études. C'est l'occasion d'ailleurs de féliciter tous les élèves qui ont répondu. Très satisfaits, nous tous, le ministre d'État que je suis, le ministre provincial de l'Éducation, l'inspecteur général et tout le monde qui nous accompagne, les provèdes, etc. Nous sommes très satisfaits de la passation de cet examen et nous sommes aussi prêts à attaquer le taureau par les cornes sur tous les examens d'État qui viendront très bientôt. Des milliers d'autres élèves ont passé le même test à l'intérieur du pays. Près de 55 000 candidats dans la ville de Kananga, dans les Kasaï centrales, 23 000 dans les Tanganyika et 8 000 à Beni. Les déroulements du TENAFEP en province à travers ses commentaires.
C'est à partir de l'école primaire à Noiri de Lubumbashi que le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a lancé les tests nationaux de fin d'études primaires dans le Haut-Katanga. Était présent le secrétaire général au ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Signalons que le Haut-Katanga présente cette année 84 000 candidats au TENAFEP répartis en 325 centres, dont 182 pour la seule ville de Lubumbashi. Près de 46 750 finalistes du primaire de la province éducationnelle du Kwilu 3 attendus pour les tests nationaux de fin d'études primaires TENAFEP en sigle. Le lancement de ces épreuves a eu lieu au centre de l'épée Idiofa 4 par l'administrateur du territoire d'Idiofa en présence de l'inspecteur provincial principal Cyprien Yoka du Proved et des membres du comité de sécurité de cette entité territoriale. À Kamina, dans le Olomami, c'est le gouverneur intérim de Ningandou qui a lancé les hostilités de l'ENAFEP à 8 heures locales. 31 208 candidats, dont 13 804 filles, réparties dans 120 centres, prennent part à cette échéance. Lancée au sein du complexe scolaire Les Berceaux, devant les autorités éducationnelles et plusieurs partenaires du secteur. La province du Nord Kivu aligne 151 553 candidats au test national de fin des cycles primaires. Parmi eux, 57 000 filles. Le lancement officiel de ces épreuves a eu lieu ce mercredi 26 août à Goma. C'est madame la vice-gouverneure du Nord Kivu, Marie Lumo Okaombo, qui a procédé à l'ouverture officielle de malles contenant les items. C'est à l'Epengwati, dans la commune Moussoussa, ville de Boutembo, que le test national d'études primaires a été lancé dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. L'autorité urbaine qui a donné le go à ces examens a appelé les écoliers finalistes à ne pas avoir peur et de se concentrer sur leur cahier d'items. Dans la province du Maï-Ndombe, le coup d'envoi du déroulement des épreuves du TENAFEP édition 2020 a été donné par le gouverneur intérimaire Jackson Bombaka Bokoso au cours d'une brève cérémonie solennelle organisée au complexe scolaire Sainte-Famille à Inongo. Le numéro 1 du Maï-Ndombe a exhorté le finaliste du primaire à l'observance des mesures préventives à la Covid-19 dans cette province qui n'a jusque-là enregistré aucun cas. 60 800 candidats, c'est le nombre total de participants qui prennent part à la 24e édition du test national des faits d'études primaires sur l'ensemble de la province de la Tchopo. Occasion pour les premiers parents de la province, Maître Walou Fungula Lumari, avant de lancer officiellement ces épreuves dans sa province, de rendre les hommages mérités au chef de l'État qui a permis à ce que cette année scolaire ne soit pas déclarée année blanche. Aux alentours de 8 heures locales que le vice-gouverneur du Haut-Tuélé fait son entrée ici, dans la Sainte l'Institut Mamaemou Dissiro. Après l'ouverture de la cérémonie par le protocole d'État, plusieurs orateurs se succèdent ici à la tribune, dont l'inspecteur provincial principal, Dominique Azadi, qui prend soin de présenter ses statistiques. 35 962 candidats, dont 16 945 filles. Le vice-gouverneur a quant à lui mis en garde quelques responsables d'écoles récalcitrants. Autre chose, un élan ralenti par la crise due à la Covid-19, une année après. Quelle note pour le gouvernement Ilunkamba? Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino du Wampové Samake, l'élément Mouzingi, était devant la presse. Le compte rendu dans ses commentaires. 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État. 26 août 2019, aux petites heures du matin, le Congolais découvrait la composition du premier gouvernement sous Tshisekedi Félix, dirigé par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est mercredi 26 août 2020. 365 jours se sont écoulés depuis la mise en place de ces gouvernements dans un contexte politique inédit avec l'expérience d'une coalition entre les forces politiques hier farouchement opposées devenues alliées. Pour marquer cet événement, David Jolino Diwampove Samakelele, ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, était devant la presse pour partager le mérite et réalisation à l'actif du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pour le porte-parole du gouvernement, grâce à la volonté politique imprimée par le chef de l'État, le jalon d'un véritable état de droit ont été posés, des victoires diplomatiques ont été engagées et diverses infrastructures ont été réhabilitées, sinon construites.
Malgré divers accros, parfois nourris par certaines personnes mal intentionnées ou téléguidées par les adeptes du chaos, en dépit d'une certaine propagande haineuse bien huilée, œuvrent des officines tant internes qu'externes. Sans oublier les graves conséquences sociales et économiques de la Covid-19, le bateau a certes tangué, parfois très fort, mais n'a jamais coulé, ce qui est déjà un exploit. Un jet de questions-réponses s'en est suivi entre le professionnel des médias et le porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwan-Povessa Makelele, avant que ces derniers terminent par demander à chacun d'adopter un comportement qui privilégie la paix, le patriotisme, la sérénité et une invitation au travail, seule voie pour produire davantage de richesses au bénéfice de la population. Merci à toi, Jessica Bassele, pour ces reportages. L'ordre a été rétabli au poste frontière des Kasumbalesa. Le gouvernement annonce cependant des mesures supplémentaires pour mettre fin aux tensions. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni quelques membres du gouvernement à ces sujets. D'autres détails dans ces reportages signés Françoise Boelaboaki et Pompon Mbaland. Complexe, grave. 2 mots pour qualifier les faits qui se sont déroulés à la frontière de Kasumbalesa au Katanga. Selon les témoignages, certains compatriotes auraient hissé un drapeau autre que celui du pays et sèment le trouble en foulant aux pieds les lois de la République. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni en urgence son gouvernement le mardi 25 août 2020. Nous avons essayé de circonscrire toutes les dimensions de cette problématique qui revêt des caractéristiques sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel de tous les services qui sont en place au niveau de la frontière et aussi des aspects diplomatiques dans la mesure où c'est un poste frontalier qui nous relie à un pays voisin qui a aussi exprimé certaines préoccupations par rapport à ce qui se passe à cette frontière de notre pays. Et je crois que dans les jours qui viennent, dans les tout prochains jours, vous serez informés des mesures concrètes que le gouvernement va prendre pour faire face à cette situation. Le message qui doit calmer la tempête, c'est que le gouvernement central a pris en charge tous ces problèmes et que l'État va s'assumer, l'État assumera ses prérogatives régaliennes et l'ordre reviendra à Kasumbalesa. Les auteurs des troubles seraient des membres de la base dite Bilanga, commandée par Isaac Chiswaka, au poste frontière de Kasumbalesa, dans la zone neutre. Hormis les ministres et les responsables des services de sécurité, le chef du gouvernement a associé à cette réunion le gouverneur de la province concernée, Jacques Kaboula Katoué, et Richard Mouyej Manguez-Mans du Lualaba. La République démocratique du Congo et la République du Congo, Kinshasa et Brazzaville, 2 capitales les plus rapprochées au monde, 2 espaces linguistiques identiques qui développent des échanges commerciaux. Les négociations sont en cours pour d'autres accords bilatéraux. Les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongba, porteur d'un message du chef de l'État, a été reçu par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Notre consoeur Lopez Kakouba-Loris était sur place à Brazzaville. Après échange avec Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Jean-Lucien Boussa-Tongba, ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, a eu une séance de travail avec son homologue de la République du Congo, M. Claude Alphonse Nsilou. À ce sujet, le numéro 1 du Commerce extérieur de la RDC a indiqué au cours de leurs entretiens que la RDC et la République du Congo sont 2 pays frères, voisins et membres de la CAC. L'année prochaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi sera le président en exercice de l'Union africaine. La RDC et la République du Congo doivent donc prêcher par l'exemple des relations commerciales bilatérales qui permettent de répondre aux défis qui sont les leurs. Nous sommes 2 pays frères, nous sommes 2 pays voisins, nous sommes des pays membres de la CAC. Aujourd'hui, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est président en exercice de la CAC. Il doit implémenter des réformes importantes.
le président Félix Antoine Tshisekedi, l'année prochaine, est le président en exercice de l'Union africaine et nous devons opérationnaliser la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc nous devons, les deux pays, prêcher par l'exemple. L'exemple de relations commerciales bilatérales qui nous permettent finalement de répondre aux défis qui sont les nôtres. Le premier défi, c'est celui du commerce entre les deux pays, la facilitation du commerce et des investissements. Le deuxième défi, c'est la levée des barrières non tarifaires et pourquoi pas tarifaires. Le troisième défi, c'est la levée de restrictions en matière commerciale. Le quatrième défi, c'est la lutte contre la fraude à l'import et à l'export. Finalement, nous avons des défis africains. C'est d'être le modèle de l'implémentation de la zone de libre-échange continentale, autant que les réformes que nous attendons, qui seront impulsées par le président Denis Sassou Nguesso, soient aussi rapidement implémentées. Pour sa part, le ministre du Commerce de Brazzaville, Claude Alphonse Nsilou, a relevé que le pays se développe que quand il y a libre-échange, quand on produit, on vend, le pays devient plus riche et prospère et peut créer des emplois. C'est la volonté de deux présidents, Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. La réunion était fraternelle, fructueuse, a avoué le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongwa, qui reste convaincu que des écueils dans le commerce entre les deux pays ont été levés et dans quelques jours, le commerce deviendra fluide entre la RDC et la République du Congo. Pas une seule dépense extra-budgétaire, tout doit se faire dans le respect de la chaîne de la dépense. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean-Baudouin Mayomambe, qui a rappelé cette disposition aux responsables de la direction de contrôle budgétaire. Cédric Eninambo et Hermé Bangando nous en parlent à travers ces reportages. Aucune dépense sera effectuée en dehors de la chaîne de la dépense. À cette équipe de la direction de contrôle budgétaire, les patrons du budget congolais, Jean-Baudouin Mayomambe a fait savoir qu'il comptait sur elle pour faire respecter cette instruction ferme du président de la République qui va à coup sûr aboutir à la stabilisation de l'économie nationale. Oui, je vais de réunir monsieur le directeur Djamba du contrôle budgétaire et ses chefs de division, ses collaborateurs, pour leur transmettre de nouvelles instructions. Le président de la République, chef de l'État, a décidé que toutes les dépenses passent désormais par la chaîne de la dépense. Je devais leur communiquer cette information pour leur demander de prendre leurs dispositions parce que le volume du travail va augmenter. Et que le dossier qui doit passer à la chaîne de la dépense doit réunir toutes les conditions pour se faire. S'il y a quelque chose qui manque, il retourne avec les observations et nous aussi, nous retournons à l'administration qui a émis ce dossier. La vice-primature du budget tient donc au respect des textes liés aux engagements de dépenses de l'État. La fraude et la contrebande des produits pétroliers, un fléau qu'il faut combattre. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, a présidé une séance de travail avec les services sectoriels pour la mise en place d'une commission permanente. Janine Kalenga pour plus de précisions. Identifier dans leur facette toutes les contributions des structures intervenant dans la lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers, c'est la teneur de la réunion d'information et d'orientation dans la perspective de la mise en place d'une commission permanente de lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers. En sollicitant les avis et considérations de toutes les compétences requises, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a balisé le chemin qui mène vers la création d'un outil important dans la préservation des intérêts supérieurs de l'économie nationale. Par fraude ou contrebande dans le secteur des hydrocarbures, j'entends tous les produits pétroliers qui passent de manière clandestine, ainsi que ceux qui sont fournis et commercialisés illégalement, c'est-à-dire en l'absence des titres appropriés.
Ces produits sont généralement trafiqués et ne répondent pas aux spécifications requises. Pour y remédier, il me paraît impératif de mettre en place des stratégies efficaces et mesures d'assainissement adéquates du circuit de la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers en RDC par les voies ouest, sud, est et nord. Les échanges de séjours, dirigés par son directeur des cabinets, Maître Sabre Mpoyi, seront approfondis avant la convocation d'une séance de travail pour une mise en commun des idées afin d'élaborer des stratégies. Petites et moyennes entreprises, les start-up appelées à participer à l'essor économique du pays, les ministres des petites, moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo s'est entretenu avec les responsables des PME du Nord Kivu. C'est un reportage signé David Moubenga. La ville de Goma est désormais branchée sur le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME en sigle, une façon pour le gouvernement de relancer d'une manière durable les PME et la dynamique entrepreneuriale dans cette ville fortement fragilisée par la guerre. Ce geste du gouvernement était accueilli avec ferveur par toutes les couches de la population de Goma. Un engouement et surtout un sentiment d'espoir a envahi les Gomatraciens seulement au vu de la délégation gouvernementale qui a effectué le déplacement de Goma pour lancer ce projet, délégation composée de deux personnalités qui inspirent confiance, en l'occurrence un ancien ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, aujourd'hui ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, qui a marqué la population de Goma par la réhabilitation de la piste de l'aéroport de cette ville, détruite par l'éruption volcanique en janvier 2002, aujourd'hui d'une longueur de 3000 mètres, ainsi que par la création de Congo Airways qui dessert cette ville. Un autre membre de cette délégation, c'est l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, en la personne de Julien Paluku, l'actuel ministre de l'Industrie, qui a doté la ville de Goma d'une voirie moderne. 4 temps forts ont marqué le lancement effectif du PADEM-PME ce lundi 24 août 2020 à Goma par le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, à savoir la présentation du PADEM-PME qui est une solution conjoncturelle à la crise qui frappe le secteur de l'entrepreneuriat et du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, une solution structurelle à cette même crise, l'échange qui a suivi ces exposés, la visite des incubateurs qui existent déjà à Goma, dont celui qui fabrique le chocolat, ainsi que le lancement de l'enregistrement des femmes qui vont bénéficier de la subvention dans le cadre du PADEM-PME. Après Lubumbashi, le 13 février 2020, le PADEM-PME a été lancé à Goma le 24 août dernier. Prochaines étapes, Matadi et Kinshasa. Plus d'investissement avec de taux d'intérêt réduits, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a réduit son taux d'intérêt de 9 à 6, voire 4%. Les ministres de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, encourage les opérateurs économiques du Nord Kivu à accéder au financement FPI. Betty Amanikunda nous en dit un peu plus. En séjour de travail dans la ville volcanique de Goma, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a été ce mardi devant les opérateurs économiques et entrepreneurs de Goma pour les échanges focalisés sur la politique du financement du Fonds de promotion de l'industrie. Pour la circonstance, le ministre s'est fait accompagner du directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe. Les différents avantages accordés par le gouvernement, notamment la réduction du taux d'intérêt de 9 à 6%, ont été présentés aux opérateurs économiques. J'ai pu prendre une décision en ramenant les taux d'intérêt à 6% pour tout le monde, mais spécialement pour les entreprises de jeunes et des femmes, j'ai ramené les taux à 4%. Et pendant la Covid ici, j'ai pu immobiliser 10 millions de dollars au niveau du fonds pour permettre à ce que les opérateurs économiques, pour faire face à la crise, puissent accéder à ces fonds à 0%. Mais j'ai plafonné le montant à 500 000 $, c'est-à-dire une personne ne peut pas avoir plus de 500 000 $ pendant cette période de Covid, qu'elle rembourse sans intérêt. Pour des investissements, actuellement, le taux d'intérêt est à 3%.
Donc ce sont des opportunités comme ça que nous offrons aux opérateurs économiques à travers la République. Et je suis étonné qu'au Nord Kivu, on n'a pas pu capter ces fonds-là. Je ne sais pas si c'est l'information qui n'est pas passée. Au cours de ces échanges, le directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, a donné des détails sur les critères d'éligibilité aux fonds octroyés par le FPI. Les opérateurs économiques et entrepreneurs du Nord Kivu félicitent le gouvernement pour cette belle initiative. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Julbert Kankonde Malamba, a procédé à la clôture des travaux de l'atelier sur les défis et opportunités sur la paix dans les Kasaï et Kasaï central. D'autres détails dans ces reportages de Nadine Yangou sur les images d'Ibrahim Chakwa. Pendant des jours, les participants ont eu à formuler plusieurs recommandations et ont pris l'engagement d'éradiquer toute forme de violence intra- et intercommunautaire ainsi que les affrontements armés et pour qu'une paix durable règne dans l'espace Grand Kasaï. De distinguer la valeur coutumière et politique sans pécher de prendre les chefs coutumiers en otage pour des fins politiques et d'amener les populations de se considérer mutuellement entre frères et sœurs. La population du Kasaï, j'ai dit que personne n'a le droit de sacrifier ce que nous avons acquis depuis toutes ces années. Nos parents nous ont laissé une grande région, une très belle région, avec de grandes valeurs et surtout avec de grandes richesses que nous pouvons exploiter ensemble pour le bien de nous aujourd'hui et pour le bien de nos générations futures. Les représentants pays de l'Interpis ont mis un accent particulier sur la tenue de ces discussions. De recommandations de réformer la gestion du pouvoir coutumier, peut-être pas changer grand-chose, mais appliquer par exemple un certain nombre de lois et d'instruments qui réglementent, qui régissent ce pouvoir coutumier, notamment d'activer la commission d'arbitrage et de règlement des conflits coutumiers au regard de la particularité de ces secteurs, d'appliquer la loi qui réglemente le pouvoir coutumier, de faciliter la cohabitation entre le pouvoir coutumier et les administrations locales. L'atelier sur les défis et opportunités sur la paix au Kasaï et Kasaï central, ouvert hier mardi 25 août, s'est clôturé ce mercredi 26 août 2020. Un communiqué de l'Inspection générale des finances avant de poursuivre ce journal à l'intention des candidats au concours des recrutements des inspecteurs des finances annonce de la publication de la liste des candidats auditeurs, contrôleurs et commissaires aux comptes. Subsidiairement au communiqué du 29 juillet 2020, l'Inspection générale des finances informe les candidats au concours des recrutements de nouveaux inspecteurs des finances ayant une expérience de 5 ans minimum comme auditeur, contrôleur ou commissaire aux comptes que la liste des candidats admis à passer les concours peut être consultée au valve de l'École nationale des finances ENEF, 6 avenue des Forces armées, numéro 32, commune de La Gombe à partir de ce jeudi 27 août 2020. Aussi, toute personne ayant présenté sa candidature mais non retenue sur la liste publiée dispose d'un délai de 10 jours pour introduire son recours par voie électronique et à la même adresse. Quant aux candidats non concernés par l'expérience des 5 ans minimum, l'Inspection générale des finances porte à leur connaissance que les dossiers introduits entre les 10 et les 25 août 2020 sont en plein examen et que la liste des candidats retenus sera publiée dans le tout prochain jour fait à Kinshasa le 26 août 2020. Ces communiqués portent la signature d'Alinguete Nkei Jules. Mbegungu remis à flot les vœux et des élus du Kwilu qui l'ont fait savoir au ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu. Images et commentaires. Les caucus des députés provinciaux du Kwilu, conduits par les députés provinciaux et président du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo, Blanchard Takatela, a rencontré le ministre des Transports et Voies de Communication mercredi 26 août 2020 dans son cabinet de travail. Ces élus provinciaux ont plaidé auprès de Didier Mazenga Mukanzu pour la relance des activités du bateau Mbegungu sur la voie navigable du fleuve Congo, axe Kinshasa-Kikwit, et la remise à l'État des ports de la SCTP.
Ils ont en outre plaidé auprès du ministre Didier Mazenga Mukanzu pour la réhabilitation de l'aéroport de Kikwit et la délocalisation des cellules de Bandundu-Ville pour raison de sécurité des habitants de ces environs. Par ailleurs, ils ont insisté sur le renforcement du trafic routier par la mise en circulation des bus Transco sur la route nationale numéro 7, axe Kinshasa-Bandundu-Ville. À son tour, le ministre des Transports, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a réaffirmé sa volonté de plaider auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba afin de trouver des solutions idoines susceptibles de satisfaire aux besoins pressants de la population de la province du Kwilu, exprimés par ses députés provinciaux. L'atelier sur la fluidité du transport à Kasumbalesa s'est clôturé sur une note satisfaisante initiée par l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM. Ces assises ont connu la participation du ministre provincial de l'économie et commerce du Haut-Katanga. Les détails dans ses commentaires. Discussions et échanges techniques étaient au cœur de cette seconde et dernière journée de l'atelier organisé à Lubumbashi par l'OGFREM Région Sud-Katanga. 3 commissions constituées la veille se sont penchées ce mercredi 26 août 2020 sur toutes les questions qui freinent la fluidité au poste frontalier de Kasumbalesa et ayant apporté des pistes de solutions en termes de propositions. Bruno Umba Dindelo, directeur régional OGFREM Sud-Katanga Lubumbashi. Il y a des recommandations, par exemple, la multitude de postes de contrôle sont des recommandations court terme. On va déjà s'y attaquer pour qu'on puisse trouver des solutions. Nous ne prenons pas de décision, nous relevons les faits et nous allons approcher l'autorité pour qu'on puisse lever toutes ces barrières et que de ce côté-là on puisse résoudre ces problèmes. Les autres recommandations seront mises en œuvre au fur et à mesure que nous avançons. Il y a un bureau de 5 personnes, de 6 personnes, disons, qui a été mis en place. Et c'est ce bureau-là qui va prendre tous ces contacts dans le cadre des recommandations qui ont été faites pour que les choses commencent à changer sur le terrain. Comment le gouvernement provincial compte-t-il s'y mettre pour faciliter l'exécution de ces recommandations prises au cours de cet atelier? Thierry Magoma, ministre provincial de l'économie et commerce. Nous sommes le gouvernement provincial, en soit l'État. C'est à nous de pouvoir gérer des services étatiques, de pouvoir faciliter cette fluidité ensemble, bien sûr, avec tous les services intervenants et également avec l'accompagnement d'entreprises de différentes corporations, entre autres celle de l'AFEC. Ayant entre autres mission de défendre l'ensemble des chargeurs du Congo et de tous les autres opérateurs concernés dans le secteur du transport du fret, l'OGFREM, en organisant cet atelier, a accompli là sa part du contrat qui attend maintenant son exécution sur le terrain, principalement au poste frontalier de Kasumbalesa. Infrastructures hospitalières et écoles construites et réhabilitées dans les Kasaï orientales grâce au fonds de promotion de l'industrie FPI. Les conseillers du chef de l'État en matière des infrastructures et quelques cadres du FPI se sont rendus sur place, nous dit Guy Blaise Kitiki. Le fonds de promotion de l'industrie a aussi dans ses attributions le financement de la construction ou la réhabilitation des infrastructures d'utilité publique. C'est dans ce cadre que s'inscrit le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté, des inégalités, qu'une mission conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukeba Kalinga, séjourne à Mbujimaï. La délégation a successivement visité des infrastructures hospitalières et écolières qui sont dans l'ensemble dans un état de délabrement avancé. Première étape, le complexe scolaire renfermant l'école primaire de Boutamina, l'école primaire du Vémé, l'Institut de la Révolution au quartier Mansaka, dans la commune d'Idjoulo. Sur place, les conseillers spéciaux du chef de l'État et sa suite ont visité quelques salles de classe ainsi que les installations sanitaires en vue de s'assurer de leur état actuel. Deuxième étape, l'hôpital général de référence de la Mouya, un tableau sombre que présente cette infrastructure sanitaire. La troisième étape de cette visite, le complexe scolaire Kalenda Moudichi dans la commune de la Kanchi. Ce complexe scolaire a une histoire particulière. C'est là que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu son diplôme d'État en option latin philo, édition 1982-1983. Le proviseur a même montré à la délégation le nom du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, dans les registres matricules. Puis s'en est suivi la visite de la cour scolaire, des installations hygiéniques et d'autres salles de classe. Face donc à ces désastres, l'intervention du Fonds de promotion de l'industrie dans le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités s'avère imminente. Toutes ces infrastructures visitées seront soit réhabilitées, soit reconstruites dans les tout prochains jours.
La délégation a bouclé sa visite de prospection au site où sera implantée la centrale solaire photovoltaïque à Chipuka, un espace d'une superficie de 6 hectares, 76 arts, qui sera borné par sa sécurisation. Les femmes et filles autochtones pygmées sortent de leur silence et sollicitent l'appui du ministère du Genre, Enfants et Familles pour la protection de leurs droits. La Fédération congolaise des femmes et filles autochtones a échangé avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité. Suivez cela en images et commentaires. Très souvent en marge de la société stigmatisée à cause de leur apparence et appartenance ethnique, la femme et filles autochtones pygmées font l'objet des discriminations. Pour changer ces regards de foi condescendantes, la coordonnatrice de la Fédération congolaise des femmes et filles autochtones sollicite l'accompagnement du gouvernement via les ministères du Genre, Enfants et Familles pour l'autonomisation de ces femmes. Elle va nous accompagner dans tous les projets, elle va nous accompagner dans tous les niveaux. Parce que sur les questions de santé, nous sommes toujours discriminés. Elle avait dit non au ministère du Genre, on doit accueillir tout. Il n'y a pas la discrimination, ni les femmes autochtones pygmées, ni personnes vivant avec handicap. Ils doivent faire nous intégrer parmi les autres femmes. Des échanges qui n'ont pas occulté les contextes de la lutte contre la Covid-19 et la patronne du genre. Béatrice Lomé-Atilité a saisi la balle au bon pour en faire allusion. Si vous pouvez regarder sur les pandémies de Covid-19 en RDC, il y a d'autres organisations qui accompagnent toujours les personnes vivant avec le handicap. Dans sa mission de défendre et promouvoir le droit de la femme et jeune fille, quelles que soient les origines, le ministère du Genre, Enfants et Familles ne ménage aucun effort pour assurer leur dignité. Santé, une maison pour une maladie chronique. L'hôpital Saint-Joseph a vu la maison du diabète réhabilitée et dotée des équipements adéquats. L'élu de Kinshasa, Godard Motemona, en est les bienfaiteurs. Sylvie Moembo et Guilain Mukunga étaient sur place. Laissé à l'abandon depuis des années, le centre de traitement et de prise en charge connu sous le nom La Maison du Diabète vient de se refaire une nouvelle vie. La fondation Godard Motemona, sous l'initiative du docteur Christophe Tanlou, a obtenu de personnes de bonne volonté des fonds nécessaires pour la réhabilitation de ces centres de santé. Installé au sein de l'hôpital Saint-Joseph à Limité, son directeur général, M. l'abbé Kaingoulou François, a loué le mérite du député national Godard Motemona. Dans un contexte où le pouvoir d'achat du Congolais s'effrite, dans un contexte où les malades ou les maladies chroniques non transmissibles émergent de plus en plus, penser un lieu où l'on peut écouter le diabétique, c'est une merveille et une humanisation du malade, humanisation des soins de santé. L'exemple qui tient un cas d'école, un petit geste dira-t-on, mais pour les bienfaiteurs, il fallait bien réaliser cette œuvre qui sauve. Cette maison du diabète servira à la prise en charge globale des diabétiques, et ce, à moindre coût, à un prix social de consultation par un personnel qualifié et dévoué, comme l'a souligné le médecin directeur. La prise en charge du diabète à Kinshasa ne sera plus un problème avec l'avènement de ces centres de santé. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. La famille de feu, le sénateur Yérodi Abdoulaye Ndombassi, la famille Gonzalez Rodriguez, ainsi que la fondation Musée Laurent Désiré Kabila ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès inopinés de Madame Gloria Gonzalez, veuve Yérodia, décès survenu le dimanche 23 août 2020 à 9h à Kinshasa. Les recueillements se tient à la résidence de l'illustre disparu 6 avenue de la République numéro 7, quartier Macampagne, commune d'Engalema, de 17h à 20h depuis ce mardi 25 août 2020. Le programme des obsèques se présente comme suit: vendredi 28 août 2020 à 11h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour une brève cérémonie funéraire dans l'enceinte de l'hôpital. 12h15, levée du corps pour les cimetières des Mbete, Kemfouti, Nouvelle Cité pour l'enterrement. 15h, retour du cimetière Ebin
de consolation. Ces communiqués tiennent lieu de faire par fête à Kinshasa le 26 août 2020 pour les comités organisateurs Moumaka André. C'est la fin de ce journal de 20h réalisé par Ramada Poki et Simon Kankolongo. Le programme se poursuit avec toutes les variétés en termes et des thématiques sur la radio-télévision nationale congolaise. Getty Omatuku revient à minuit pour la suite de l'actualité. Au revoir.